je vais donner maintenant la parole à Ray Rist qui va nous parler du domaine des capacités des évaluateurs, ce qu'ils doivent connaître, ce qu'ils doivent être capables de faire maintenant. Ray Rist est l'un des créateurs et des co-directeurs de Internet. Il est aussi l'ancien président des AZD et c'est lui qui conseille sur les systèmes d'évaluation. Donc maintenant, je vais lui donner la parole. Et bonjour, peut-être même bon après-midi pour certains d'entre vous. C'est un plaisir d'être avec vous. Et je remercie les organisateurs de m'avoir permis de passer quelques instants avec vous ce matin ou cet après-midi. Et puisque nous avons un peu de temps passé ensemble, ce que je souhaite me concentrer sur certaines compétences clés qui sont tellement importantes au XXIe siècle pour l'évaluation. J'ai commencé à travailler sur les évaluations vers 1972 et à l'époque, les compétences et les attentes étaient beaucoup plus, beaucoup moins amples et maintenant beaucoup plus étroites, disons, et maintenant elles se sont étendues énormément et je voudrais dévouer quelques instants à ce que je considère comme les compétences du XXIe siècle. Je les ai classifiées en 4 catégories de compétences et je pense qu'elles seront importantes pour ceux d'entre nous qui donc travaillent dans cette profession. Alors, tout d'abord, notre capacité de faire une analyse institutionnelle. C'est intéressant pour moi le fait que nous participons de plus en plus dans une perspective systémique et davantage sur des études des capacités des organisations à grande échelle au lieu d'étudier disons, les organisations à petite échelle, disons, de moindre ampleur. Ça veut dire que nous avons donc l'analyse des institutions. Et là, l'une des capacités les plus importantes, c'est la conceptualisation et la compréhension de comment construire des systèmes de surveillance et de suivi. Je pense que c'est bien la raison pour laquelle les évaluateurs font le travail qu'ils font et la construction de ces systèmes de surveillance et de suivi exige donc bon, cela dépend aussi si l'organisation où il travaille est publique et privée, s'il s'agit d'une organisation de la société civile, une organisation publique, et les conséquences pour les visions institutionnelles et la, disons, conscience. Nous sommes ici sur le pied de la porte et nous n'osons pas rentrer parce que nous ne sommes pas sûrs de ce qui se passe à l'intérieur. Et je pense donc que l'idée, par exemple, d'une analyse institutionnelle, qui sont les champions, où sont-ils? C'est l'une des choses, les premières choses qu'il faut discuter quand nous faisons des évaluations. Et où se trouvent les champions et comment les identifier? Et si nous n'avons pas donc ce niveau de sensibilité vis-à-vis des organisations et des activités, eh bien nous allons rester en dehors de la porte. Et donc la première compétence, c'est la compétence de l'analyse institutionnelle et de la conscience institutionnelle et de la capacité de travailler au sein au niveau institutionnel au lieu
dans une seule classe, disons. Ensuite, parmi les compétences que je pense sont critiques pour nous-mêmes, tout d'abord, ensuite, la capacité de concevoir des systèmes et leur mise en application. Si vous voulez concevoir des réponses et des études au niveau des systèmes, cela sera très important afin de comprendre la nature du système. Qu'est-ce qui existe ici qui est différent d'autres systèmes ou de sous-systèmes ou de non-systèmes? Donc la question de l'analyse système devient très importante. Donc il y a aussi la capacité de créer le lien de cette fonction d'évaluation au sein d'un système, au sein des instituts comme des budgets, comptabilité et le suivi, les budgets. Tout cela est en lien, va en lien les uns avec les autres et la capacité d'avoir cette perspective multidimensionnelle qui devient très importante. Et la question donc, c'est de savoir comment rassembler des données au sein des systèmes. Comment commencer le processus? Est-ce que vous allez rentrer, taper sur la porte sur chaque porte au sein d'un bureau pour rassembler ces données, ou est-ce que vous allez essayer de collectionner ces données au niveau des institutions, faire en sorte que les institutions essaient de faire cela, ou est-ce que vous allez essayer de faire cela vous-même? Donc cette question de conception et d'application de ce système devient critique, et cela est primordial au développement du système, parce que ces systèmes de suivi sont des systèmes. Donc cette capacité de développement d'un système de surveillance et suivi devient critique, et les évaluateurs du XXIe siècle doivent être capables et doivent pouvoir répondre une fois qu'ils reçoivent ce genre de demande. Ce qui se passe de plus en plus maintenant. Donc j'étais à Tokyo la semaine dernière. En fait, non, cette semaine, en fait. Et c'était 14 pays qui étaient rassemblés et qui parlaient tous de ces capacités de réfléchir aux conceptions à ce niveau-là. Dans une évaluation traditionnelle, il y avait 3 questions: suscriptif, descriptif, normatif et cause et effet. Et les formations étaient basées sur la conception de ces différentes études. Et bien sûr, les causes et les effets sont les plus controversiels. Mais cela n'allait pas plus loin. Mais maintenant, l'idée, c'est de penser comment commencer au sein d'une organisation complexe, comment mettre cette conception d'études de manière à ce que vous avez par la suite est une manière logique d'inclure, de rentrer dans le système pour procurer les données qu'il vous faut afin de faire l'analyse. Donc c'est un défi important pour nous. Ensuite, en troisième lieu, au niveau des compétences, il nous faut des compétences méthodologiques. Ça, c'est classique, mais cela nous dit aussi que maintenant, beaucoup des questions sont un peu différentes. Donc, différentes études ou différentes évaluations de bureau ou différentes questions par courrier ne sont plus suffisantes pour ce que nous cherchons. Il faut commencer maintenant à réfléchir au niveau méthodologique sur le pouvoir de ces études. Sans beaucoup de direction. Donc, comment rester en tête? Comment étudier des alliances? Comment étudier la volonté des organisations de changer? Pour moi, cela s'appelle une évaluation de disponibilité. Ce n'est pas l'évaluation des besoins. Non, non, non. Il nous faut des informations, mais plutôt comment est-ce que nous sommes prêts à utiliser cela pour encadrer, pour comprendre, pour partager cela
de manière à ce que l'institution en a besoin, et c'est ça que l'institution cherche. Moi, j'ai peu d'informations sur les évaluations de disponibilité, mais plus sur les évaluations des besoins. Et cela n'est pas en ligne avec les besoins. Est-ce que vous en avez besoin? Bien sûr, vous en avez besoin. Mais je ne pense pas que cela soit aussi important. Mais la question, c'est de savoir si vous êtes disponible. Pour moi, me paraît beaucoup plus importante comme question actuellement. Donc, prendre nos outils d'évaluation au niveau suivant, c'est-à-dire plutôt d'aller sur les normes ou la qualité, mais plutôt sur les deux, mais plus faire en sorte qu'on peut prendre les données qu'il nous faut pour répondre la complexité des questions et l'environnement où on se trouve, où on cherche différentes questions et on écoute différentes questions. C'est là où on a le défi. Et là, je dirais que la chose qui, pour nous, en dernier lieu, la chose qui est peut-être plus intéressante et unique, et là où nous n'avons pas beaucoup d'informations actuellement de direction, c'est-à-dire de savoir comment trouver des informations de connaissances, l'utilisation des connaissances. Remarquez, je n'ai pas dit gestion des connaissances. Cette idée de gestion de connaissances est à un certain cachet, mais je trouve cela très étroite. Mais la question donc, c'est de faire en sorte de aider l'utilisation en tant qu'évaluateur, aider l'utilisation de ces informations, de ces connaissances. Il ne s'agit pas de gérer ces informations. Nous n'avons pas besoin de Nous n'avons pas besoin de prendre les informations uniquement et les mettre en catégorie. La question plus importante, c'est de savoir comment rassembler ces informations de telle manière que vous pouvez ensuite trouver différents moyens de l'utiliser. C'est ça la question la plus importante pour nous, c'est-à-dire l'utilisation plutôt que la gestion ou la mise en place de ces informations. Si vous devenez responsable des connaissances, cela a différentes idées par rapport à être leader en termes de gestion. Donc, si vous regardez ce que John Kotter à Harvard a écrit il y a plusieurs années, où il dit qu'il y a une différence importante entre la gestion et le fait d'être leader. Et différentes personnes prennent ces rôles avec des conséquences importantes sur ce qui se passe au sein de l'organisation. Donc, par exemple, ne pas mettre un responsable dans un poste de leader et ne pas mettre un leader dans un poste de responsable. Et c'est la même chose pour nous en tant qu'évaluateurs en termes des connaissances. Il faut réfléchir plus que la gestion. Moi, je trouve cela un moyen peu utile de penser à notre rôle, parce qu'on rassemble des données, on fait l'analyse de ces données, et ensuite il faut réfléchir à l'utilisation de ces données. Pas uniquement la gestion, parce qu'on peut faire cela, mais c'est la question de savoir comment l'utiliser ces informations. Ce que je pense est de plus en plus ce qui est en face de nous-mêmes. Donc, mes chers collègues, c'est un samedi matin, donc c'est plutôt bref. J'ai mon thé ici avec moi et je ne fais que commencer ma journée, mais nous avons différentes catégories de compétences qu'il faut penser en termes de faire en sorte que notre profession devienne plus pertinente au monde où on cherche la demande. Ceux qui veulent utiliser l'évaluation ont besoin de l'évaluation et de savoir quelles informations on peut fournir en termes de nos capacités pour faire cela avec plus de confiance et avec plus de force, pour plus confiant qu'on est sur le bon chemin.
ce n'est plus un débat sur la qualité et la quantité, ce n'est plus une question, un débat sur ces différentes choses qui ne sont plus pertinentes par rapport à ce qui ont fait aujourd'hui. Il faut réfléchir donc au XXIe siècle sur les institutions et le pouvoir de ces institutions aussi, et à quel moment vous allez vers eux ou eux ils tournent vers vous, comment répondre à ces institutions de manière pertinente face aux défis de cette 21e siècle. Je vous souhaite une bonne journée, donc, et j'espère que vous allez en tirer beaucoup de leçons à partir de ces informations qu'on vous donne aujourd'hui pour vous donner un aperçu pour votre propre carrière. Mais comme Benoît a dit tout à l'heure, c'est à vous, c'est à nous tous de créer ces carrières et en temps et en heure par rapport plutôt que de penser d'un modèle de pas à pas, de prendre une formation, prendre d'autres formations et suite à cela, vous devenez évaluateur. Cela prend plus que ça maintenant. Il vous faut plus que cela. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Merci encore une fois. Merci beaucoup, Ray. Nous avons quelques questions pour vous que je vais lire tout d'abord et ensuite je vais vous les envoyer sur votre chat. Tout d'abord, Cécilia Luca vous demande si le premier composant que vous avez évoqué comprend l'évaluation de disponibilité. Ensuite, le niveau où les évaluations sont utilisées est en lien avec la préparation de l'environnement d'évaluation. Comment faire en sorte qu'un évaluateur puisse améliorer et encourager ses évaluations? Je vais vous envoyer ces questions sur votre chat et ensuite je vais vous repasser la parole afin que vous puissiez répondre. Voilà, ok. Donc, merci pour ces questions. Tout d'abord, la question de savoir où trouver les évaluations de disponibilité. Je pense qu'il s'agit de quelque chose que vous pouvez faire dans l'analyse institutionnelle. Il faut connaître l'institution suffisamment bien que si vous proposez un processus de changement, il y a des chances que cela se passe. Donc, l'analyse institutionnelle doit comprendre une théorie de changement, c'est-à-dire un outil critique dans notre boîte à outils. Vous savez, notre boîte à outils a été tellement rétrécie, tellement petit pendant très longtemps et les débats étaient vraiment poussés et antagonistes sur cette petite boîte à outils. Donc c'était plutôt triste. Cela nous a retardé, mais le fait que maintenant on est allé plus loin et qu'on peut maintenant avoir une compréhension plus conceptuelle des institutions et notre rôle au sein des institutions. Donc cela est bien pour nous. Et je dirais oui, notre évaluation de disponibilité nous aide à faire l'analyse de savoir si les institutions sont prêtes. Parce que si je regarde la plupart des évaluations au niveau de gestion de changement, changement d'engagement, de connaissances nouvelles apportent de différentes possibilités au sein des organisations ou d'institutions. Et ces connaissances sont un nouveau pouvoir. Et la manière de gérer cela nous permet de créer des connaissances et de pouvoir, ce qui est une force exceptionnelle pour faire en sorte que cela puisse se passer bien. Donc, on va saisir ces évaluations de disponibilité et mettre les théories de changement là aussi. Donc, pour cette deuxième question, je ne vois pas cette deuxième question et je l'ai oubliée aussi.
Je ne sais pas si je peux trouver cette question. Messieurs, dames, je ne vois pas cette deuxième question, donc, ok. Je vais vous lire cette question. Donc, la deuxième question dit, le niveau où les évaluations sont utilisées, c'est en lien avec le niveau de l'évaluation. Donc, l'environnement où ce n'est pas aussi disponible, comment faire en sorte que l'évaluateur puisse l'améliorer et améliorer l'utilisation de ces évaluations. Ce n'est pas un environnement très... Voilà. C'est une stratégie de réfléchir à vous-même au niveau de l'institution, c'est-à-dire trouver dans des institutions, changer le processus de changement. Cela devient très important. Tout d'abord, vous allez peut-être dire savoir quelles données dois-je fournir qui seraient utiles en termes de trouver un moyen de se mettre à table. Cela va en lien avec le fait de vous mettre à table afin de présenter fournir ces données. Ensuite, l'utilisation de ces données. Comment utiliser ces données? Vous êtes assise avec peut-être 100 personnes, 400 personnes, et qui sait, mais donc des écarts au niveau des... Donc la question, c'est de savoir comment identifier ces écarts. Comment présenter ces données qui seraient réelles. Il faut écouter de manière très claire. Cela, c'est une chose très importante pour l'évaluateur, c'est d'écouter, non seulement de se taire et d'écouter pour comprendre au mieux les dynamiques, ce qui se passe dans la salle. Parce que si vous rentrez dans la salle, vous ne connaissez pas cette dynamique. Et cela aura l'impact sur votre capacité de commencer au sein d'un groupe. Donc il faut écouter de manière très claire et prenez votre temps aussi. Et cela veut peut-être dire que vous ne dites pas beaucoup, mais il faut parler quand vous parlez avec une idée de comprendre et parler avec confiance sur le fait que vous voyez le point où les évaluations peuvent aider et vous devrez devenir une représentation d'une bonne stratégie d'évaluation, de techniques, d'outils, de méthodologie afin d'aider à apporter plus d'informations. Vous comprenez que dans ces situations, les gens ont besoin de différentes connaissances. Moi, j'ai travaillé dans de tels environnements à plusieurs reprises où les gens me disent ensuite merci d'être venu dans Computer Risk, mais on n'en veut pas maintenant. Mais cela nous montre que les connaissances, c'est quelque chose qu'ils ne veulent pas. Surtout les hommes politiques, ils ne veulent pas de connaissances sur leur bureau parce que là, ensuite, on attend à ce qu'ils fassent quelque chose avec. Donc, s'ils n'ont pas ces connaissances, ils n'ont pas besoin de faire quelque chose avec. Mais il faut être patient, il faut écouter et être stratégique au niveau de vos commentaires. Ne parlez pas trop, n'utilisez pas la boîte chat, faites des contributions utiles à ce processus. Et au fil du temps, peut-être pas pendant cette première réunion, vous allez peut-être revenir plus tard, où vous avez